commencer le mot de bienvenue et d'introduction à ce panel. Donc je donne la parole tout d'abord au docteur Fatimata Difal, qui, comme je le disais, est la fondatrice de Women First Media, et notamment donc, de la télé qui porte le même nom. Docteur, vous êtes également consultante internationale en communication. Donc je vous laisse donc, quelques minutes pour introduire ce panel. Bonjour, merci Marado. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'ouvrir cette première édition du colloque Batu Jigeni, comme l'a dit Malado, qui est co-organisé par Women First Mediacom, un groupe de communication que j'ai la chance de diriger. Et je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée par des femmes vraiment très compétentes qui sont là. Je vois beaucoup de visages ici et ça me rassure. Et co-organisée aussi par Debo Leadership. Cette initiative n'aurait jamais pu avoir lieu si Rabi ne s'était pas rapprochée de nous. Quand elle a entendu parler de Women First TV, c'est elle qui a fait le premier pas, qui est venue spontanément vers nous. Et c'est un geste que je tenais à saluer ici. Et en dehors de ça, pour revenir au thème qui nous réunit aujourd'hui, on parle de contribution des femmes pour un monde digital inclusif. Je veux juste signaler que je n'étais pas censée parler, mais comme les panélistes ne sont pas là, donc comme d'habitude, ceux qui me connaissent savent que je ne prépare pas, je parle. C'est le cœur qui parle, donc je parle de manière très spontanée. Mais moi, quand j'entends cette thématique, il y a quelques questionnements qui me viennent à l'esprit. On parle de quelle contribution des femmes, comment contribuer, hein, et pour quels résultats. Je suis très, très attachée à la portée de ce que nous faisons. C'est important. Ce n'est pas contribuer pour le plaisir de contribuer, mais qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde sait que le monde digital, c'est quand même un monde très spécifique. Peut-être que pour les plus jeunes, ça paraît évident. Ça paraît évident de vivre dans un monde où il y a l'Internet, tous ces réseaux sociaux, mais même pour des générations comme la mienne, alors que nous avons juste peut-être dépassé la cinquantaine ou donc un peu plus d'un demi-siècle, nous n'avons connu l'ordinateur. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai connu l'ordinateur quand je suis allée en France pour faire ma première année universitaire. Et donc, en ce moment, même les téléphones portables, il n'y en avait pratiquement pas. Donc, c'est juste pour dire que c'est presque nouveau, parce que je ne suis pas très âgée, mais imaginons celles qui sont encore plus âgées pour les femmes, parce qu'on parle d'inclusion dans un monde digital. Ce n'est pas évident. Donc, ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas évident pour les femmes qui sont un peu plus âgées, que ce n'est pas possible. On peut vraiment contribuer, mais contre la contribution, pour moi, il faudra qu'on réfléchisse sur la qualité des contenus. Quel contenu nous devons proposer dans le monde digital? Parce que peut-être que certaines ne sont pas très à l'aise dans ce monde-là, parce qu'elles ont connu tardivement dans leur vie, mais il y a des possibilités, et des possibilités de s'épanouir dans ce monde en apportant quelque chose de solide, donc une contribution de qualité. Pour moi, ce qui est important, c'est peut-être vraiment avoir des links avec les plus jeunes femmes qui connaissent ce monde-là mieux que nous. Donc le dialogue intergénérationnel, pour moi, c'est là où ça prend du sens. Comment nous, en tant que génération, nous, la génération intermédiaire et la génération de nos grandes sœurs et de nos presque mamans, comment nous pouvons apporter nos expériences, parce que nous en avons quand même vécu, comment nous pouvons partager ces expériences très riches avec les plus jeunes et comment les jeunes peuvent nous apporter leur technicité, leur spontanéité et comme ça qu'on arrive à produire des choses qui fassent sens. Donc c'est ça qui est important parce qu'on sait que le monde digital, il y a des phénomènes d'attraction et de répulsion en même temps. Les phénomènes d'attraction, on est obligé maintenant de nous mettre à l'ère du numérique. On est forcément, parce que c'est notre vie. Nos vies sont structurées, sont organisées autour du monde digital. Mais en même temps, c'est des phénomènes de répulsion, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui s'y passent qui ne nous parlent pas ou qui nous font peur, qui nous interpellent, parce qu'il s'agit parfois
ce que certains d'entre nous appelons des messages de contre-valeurs, parce que c'est vraiment aux antipodes de ce que nous croyons. Mais, donc pour dire, par rapport à ces phénomènes d'attraction et de répulsion, comment nous pouvons venir nouer des liens avec les plus jeunes et proposer des alternatives. Juste terminer par cette phrase-là, donc je voulais juste dire, donc faire cette résistance-là pour que vraiment que nous puissions produire des alternatives. Je vais être très brève. Je vais d'abord présenter très rapidement Debbo, qui est un espace dédié à la femme de façon globale. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Debbo, qui veut dire femme en pulaar. Mais j'ai voulu, comme je le dis souvent, j'ai voulu jouer aussi avec la sonorité. Debbo, pour moi, ça sonne debout. Et je voudrais que les femmes soient solidaires entre elles, qu'elles s'entraident, qu'il y ait de la bienveillance, parce qu'il n'y en a pas forcément entre nous. Et vraiment, j'ai voulu créer un espace où il fait bon se sentir femme, il fait bon parler entre femmes, et il fait bon de s'entraider entre femmes. Donc cette structure est née il y a à peu près 8 à 10 mois. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle rencontre de belles femmes, mais aussi de belles âmes, avec qui je crois l'aventure sera vraiment beaucoup plus belle. Et justement aujourd'hui, c'est un moment d'échange, de rencontre. On n'a pas choisi en fait ce thème par hasard, on a voulu s'inscrire dans la thématique du 8 mars de cette année, choisi par les Nations Unies sur le monde digital inclusif. Et donc, moi, je mettrai davantage l'accent sur le mot inclusif, parce que je pense que quand on parle d'inclusion, on fait référence, c'est un concept qui fait référence à une volonté de faire participer les individus de façon égale. Donc on cherche une égalité de participation parce qu'il n'est pas question finalement que pour une problématique donnée, que l'on ne prenne en charge que les besoins d'un groupe en laissant les besoins d'un autre groupe. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être venus. J'espère qu'il y aura des échanges intéressants. En tout cas, je n'ai aucun doute par rapport à la qualité du débat. Parce que Mme Koura Fall est l'une des pionnières dans son domaine, de télécom, etc., de contribution des femmes, et elle pourra vraiment donner à ce premier événement, Women First TV Debbo, disons un point de départ qui sera très important. Merci beaucoup pour votre attention et puis bon colloque. Ce thème que vous avez choisi, effectivement, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de mars. Nous, ici, au Musée de la Femme, ce qu'on a essayé de faire pour accompagner les femmes à participer ou à profiter de ce monde digital, nous avons eu à former ici des femmes, des OCD, des organisations communautaires de base, dans un projet que nous avions en partenariat avec la délégation de l'Uni Bruxelles. Leur apprendre à faire des films à partir de leur smartphone et à faire de petites vidéos comme ça pour pouvoir parler de leur travail. Cela leur a permis déjà d'avoir cette compétence de pouvoir manipuler l'outil, de ne plus en faire un simple jeu, parce qu'en réalité, ce que nous ne voulons pas voir et dont Fatoumata a parlé, les gens passent tout leur temps sur les smartphones en regardant des choses qui ne sont pratiquement pas utiles, juste pour s'amuser, pour rigoler. Et ça, on ne se rend pas compte du temps que nous perdons à regarder ces choses inutiles qui nous bouffent notre temps et qui malheureusement, vraiment, nous retardent sur beaucoup de choses. Et ces femmes-là, aujourd'hui, on a un groupe. Elles sont en train de filmer toutes leurs activités, de mettre des commentaires, soit des voix, soit des textes, pour pouvoir faire de petites publicités sur Facebook, à travers les groupes Internet. Et c'est comme ça, je crois, que de petites actions comme ça
qui vont pouvoir aider les femmes à véritablement s'approprier ces outils-là et de pouvoir vivre dans un monde digital. Je crois que la formation, elle est essentielle. Il faut que les femmes soient formées. Voilà, nous en tout cas, c'est pourquoi nous avons été très heureuses, parce que nous sommes sur le même champ, donc nous menons ensemble toutes ces actions-là, mais comme vous l'avez si bien dit, il faut que nous puissions cultiver davantage la sororité, qu'il y ait plus de solidarité et d'entraide entre les femmes, et sont des choses magnifiques, de très belles choses, mais de façon saucissonnée, de façon parcellaire, de telle sorte que les résultats qu'on aurait dû avoir avec toute cette énergie, avec toutes ces belles idées, on ne pourra pas les atteindre malheureusement si nous partons de façon dispersée. En tout cas, pour ne pas trop monopoliser la parole, bienvenue et bon colloque, merci. On sait qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est le continent où l'entrepreneuriat féminin, où les femmes en tout cas produisent 65% des biens du continent. Et cela grâce à la digitalisation et à la démocratisation en fait de toutes les nouvelles formes de technologie qu'on a aujourd'hui et qui ont permis aux sociétés africaines d'être mieux placées au niveau mondial en termes de leadership féminin. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que le Sénégal compte le plus grand nombre de femmes chefs d'entreprise actives dans la région, soit 36,8% contre 5,9% en Afrique du Sud. C'est juste pour vous dire que la majorité des femmes qui ont créé en fait ces entreprises, donc 62% de ces femmes, ont créé cette entreprise parce qu'elles ont profité de l'opportunité, plus que par la nécessité, Donc ça veut dire qu'elles ont vu une opportunité, peut-être dans le digital, pour pouvoir mettre en place une entreprise, en tout cas un moyen de pouvoir créer de la richesse et pouvoir être autonome. On a aussi un autre chiffre au Sénégal, contrairement à ce que la plupart de nos hommes pensent. On a 51,2% de femmes contre 48,8% d'hommes au Sénégal. Donc les femmes sont plus nombreuses au Sénégal que les hommes. Voilà. Et ce n'est pas une femme pour deux, c'est 51 contre 48. Au niveau du digital, on a 57% des femmes, ça ce sont les données de l'IUT, qui disent que 57% des femmes utilisent l'Internet dans le monde contre 52% des hommes. Et une enquête qu'on a menée au niveau du chapitre ISOC, qui est le chapitre Internet Society au Sénégal, a révélé qu'il y a quand même des inégalités en ce qui concerne l'accès aux technologies. Et le taux d'inégalité homme-femme concerne plutôt l'accès et avoisine les 30%. Donc si les femmes veulent accéder à l'Internet plutôt et au digital et se sentir en sécurité en ligne, je pense qu'il faut par conséquent qu'elles soient capables de développer des compétences numériques qui leur permettraient de s'engager dans les espaces numériques. J'avais dit tout à l'heure que les Nations Unies considéraient l'Internet comme un droit fondamental humain, alors qu'on constate avec l'IUT que 18,6% seulement des femmes ont accès à Internet, contre 24,9% des hommes. Ce qui amène à dire que l'autonomisation des femmes est indispensable dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement économique aussi, vu qu'elles contribuent, comme j'avais dit tout à l'heure, dans nos sociétés sur tous les plans. 65% des biens, tout à l'heure j'avais dit, mais aussi dans les autres, surtout les autres plans culturels, sociaux, économiques et politiques. Et cela aussi est lié au fait que nous, les femmes, on a une capacité à prendre des décisions sur la gestion dont les ressources qu'on a sont utilisées.
Et déjà, au niveau des ménages, chaque femme aujourd'hui gère déjà ne serait-ce qu'un budget. Et ce budget, c'est la dépense quotidienne. On a des possibilités avec le digital aujourd'hui de pouvoir le faire de façon automatisée avec même les systèmes de transfert d'argent, avec les outils Excel ou qui permettent également de faire tout ce qui est les calculs automatiques. Et je pense que ce serait donc le digital et l'entrepreneuriat, c'est les leviers pour favoriser donc notre autonomisation. Et je peux vous assurer qu'il y a énormément d'opportunités et de possibilités avec le digital. La première que j'ai identifiée en termes, et là c'est une solution, c'est contribuer en utilisant tout ce qui est plateforme numérique. Quand on parle de plateforme numérique, c'est tout ce qui est utilisé et qui offre vraiment des options aux femmes en surmontant certains obstacles traditionnels. Donc ça réduit déjà tout ce qui est obstacle à l'entrée et à l'intégration des femmes sur le marché du travail. Et aussi, ça leur permet, avec ces plateformes, je vais revenir tout à l'heure pour vous expliquer un peu les 3 types différents de plateformes, faciliter tout ce qui est formation, développement de compétences. Et aussi, l'avantage de ces plateformes, ça varie aussi en fonction du secteur et aussi, surtout, par rapport à notre positionnement au niveau du pays. Le digital pour connecter les femmes aux emplois, au marché, en surmontant vraiment toutes les contraintes socio-économiques. Et ça peut amplifier aussi et créer de la richesse à ces femmes. Donc, il faudrait qu'on essaie de relever les principaux défis pour permettre donc à ces femmes de profiter du numérique. Les plateformes numériques, on en a 3 types. En fait, on a des plateformes qui médiatisent le travail des femmes. Ce sont les services basés sur la localisation, en fait. On a dans ces plateformes des services, par exemple, c'est un site web que quelqu'un peut avoir pour présenter son produit, service ou éventuellement un travail de freelance. On a, donc ça c'est les plateformes d'Admediate Work. On a la deuxième plateforme, c'est les plateformes web en ligne. Donc c'est des plateformes où on peut développer des services en ligne et allouer à chacune des femmes un espace où elle pourra présenter son travail. Mais la 3e plateforme, c'est celle qu'on connaît le plus et qu'on utilise vraiment, comme l'a dit mes prédécesseurs, pas à bon escient, qui sont les plateformes de services de soutien, qui sont les plateformes de réseaux sociaux. Et là, on a tout ce qui est Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Et ces plateformes devraient être beaucoup plus utilisées en créant du contenu, comme on a dit tout à l'heure, et surtout permettre à ces femmes de pouvoir quand même avoir beaucoup plus de clients et pouvoir faire leur marketing. Mais pour utiliser ces différents types de plateformes, je pense qu'il y a un travail préalable qu'il y a lieu de faire, c'est de pouvoir identifier et définir les différents types de travail dans l'économie numérique, pour que les femmes sachent quelles sont ces opportunités. On a aujourd'hui beaucoup de travailleuses, je vais dire, informelles, qui sont invisibles au niveau du gouvernement, parce que c'est des femmes qui créent de la richesse, mais comme c'est fait de façon informelle ou souvent de façon pas du tout dans le cadre du travail comme il a été défini par l'IUT, et ces personnes-là restent invisibles. Et il n'y a pas un environnement réglementaire
qui est conçu pour les aider à accéder à leurs droits, surtout avec l'informalité. Et cette invisibilité, ça empêche à ces femmes de pouvoir accéder à tout ce qui est mesures de protection des travailleurs, telles que l'indemnité de retraite, l'IPRES, le salaire minimum aussi. Et ça, je pense que c'est dans ce cadre qu'il faudrait avoir une classification adéquate et définir les différents types de travail dans l'économie numérique. Mais surtout améliorer l'accès aux outils numériques pour les femmes. Dans l'avenir, on sait que l'accès des femmes à l'infrastructure numérique va déterminer leur taux de participation à l'éducation, à l'adoption des technologies, à la population active en général. Et on a environ 18% des femmes seulement qui sont susceptibles de posséder un smartphone par rapport aux hommes. Donc, permettre au-delà donc de pouvoir identifier et définir les types de travail dans l'économie numérique, il faudra aussi améliorer l'accès aux outils numériques. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui possèdent déjà des téléphones, mais il faudrait qu'on arrive à pouvoir démocratiser cet accès pour leur permettre d'avoir des smartphones qui pourraient leur permettre de pouvoir utiliser les différentes plateformes que j'ai présentées tout à l'heure. Lorsque les femmes auront accès à ces différents outils, je pense que ça permettrait de finaliser maintenant pour pouvoir créer une infrastructure de telle sorte qu'on améliore les compétences numériques des femmes. Parce que aujourd'hui, on dit digital, on va demander aux femmes de contribuer dans le digital, mais il faut, pour qu'elles puissent utiliser ce digital, avoir des compétences numériques, savoir comment utiliser un téléphone, comment faire un site de e-commerce, comment publier du contenu, parce que c'est là où on aura un impact. Et pour cela, je pense qu'il y a des programmes de compétences numériques qu'on doit mettre en place. En 2016, avec l'ONG Bokodiang Bokodief, on avait, avec un bailleur, la francophonie, on avait pu former 50 femmes ingénieurs de l'école supérieure des multinationales des télécoms à développer des applications Android sur le mobile, sur le téléphone mobile. C'est-à-dire, ça permettait à ces femmes ingénieurs qui créent des applications de pouvoir créer des applications qui pouvaient vraiment impacter la vie de la société au niveau du Sénégal. Et parmi ces femmes, pour vous dire, hein, par rapport à la formation ou l'impact de la formation, on a pu, avec ces femmes, elles ont pu développer 2 projets, 2 applications Android sur le mobile qui ont même reçu des prix, un prix avec Linger Digital, un prix de la Sonatel qu'ils effectuent, je pense, chaque année. Et les femmes, elles avaient pu développer une application qui permettait ça s'appelait Nasset. C'était une application pour gérer les ordures ménagères. Et cette application pourrait être utilisée parce qu'on avait fait un projet pilote avec la commune de Biscuiterie et ça permettait déjà au niveau donc, de cette commune de pouvoir géolocaliser les poubelles, identifier des personnes ressources qui vont être en veille pour voir la propreté, l'insalubrité au niveau de ce quartier et de pouvoir, par conséquent, alerter, informer l'UCG ou le SOCAGEG ou les sociétés qui sont chargées des ordures ménagères de pouvoir venir et procéder à l'enlèvement des poubelles, etc. Et je pense que ce sont des
des initiatives comme ça qu'il faut pour pouvoir permettre donc à ces femmes de pouvoir utiliser et contribuer au niveau du digital. Au niveau donc de la formation, donc je pense que pour quelle contribution des femmes dans le digital, il faut déjà une acculturation, il faut amener les femmes, les sensibiliser dans l'esprit en fait que le digital peut les aider dans leur vie quotidienne. Donc cette acculturation est nécessaire, la formation est nécessaire. Je vais finir en dire que, parce que toutes les contributions, je pense que chacun d'entre vous ici a une petite idée et peut voir comment y arriver. Et le débat, je pense, se veut interactif. Ce serait bien de pouvoir laisser les autres panélistes dérouler leur intervention. Mais je vais finir seulement en disant que quand une femme encourage le vol d'une autre femme, tout à l'heure l'envol d'une autre femme, elle se donne des ailes elle-même. Il faut qu'on arrive, nous, à nous responsabiliser. Il faut vraiment rendre autonome une sœur qui vous fait entendre votre propre voix. Ça vous rappelle en fait qui vous êtes. Il faut qu'on arrive, on a dit inclusif. Inclusif, c'est vraiment ce sens-là. C'est-à-dire, il faut qu'on s'aime entre nous et qu'on essaie de pratiquer l'amour du prochain pour pouvoir arriver à vraiment mettre toutes les femmes au même niveau. On a l'habitude de dire, ah, quand il y a des femmes, ça ne marche pas. Moi, je peux vous dire, je vous assure, dans les entreprises que j'ai travaillées, dans mon entreprise que j'ai déroulée pendant 8 ans, il n'y avait que des femmes. J'avais même externalisé, il y avait un comptable, mais c'était externalisé. Pour vous dire qu'avec des femmes, et cette entreprise a été vraiment performante, parce qu'on a géré pendant 8 ans le service d'information de l'ambassade des États-Unis pour tout ce qui est demande de visa. Et je vous assure que par rapport aux due diligence et de l'exigence des États-Unis, on a pu fonctionner de façon vraiment efficace et qu'avec des femmes. Donc, je dirais, soutenons-nous pour amorcer vraiment ces changements dans nos vies et surtout dans nos communautés. Parce que c'est nos vies, mais c'est la communauté. Lorsqu'on arrive à développer, à avoir un leadership, c'est pour vraiment la communauté et les générations futures. Donc, je vous remercie et je m'attends à répondre éventuellement à vos questions. Bonjour à toutes et à tous, je suis très ravie d'être ici. Je salue les intervenants avant moi. Donc, je suis Gaëlle Babakarbaye. Je pense que notre ami est revenu un peu sur une petite biographie. D'accord. Alors, je pense qu'on a eu droit à un vrai panel d'experts. Et heureusement que je n'ai pas l'air d'une experte, mais je pense que je viendrai avec une approche de praticienne. Je le dis très souvent, aujourd'hui au Sénégal, ce ne sont pas les initiatives qui manquent, tant de la part des organisations de la société civile, tant de la part des organisations internationales, tant de la part du gouvernement, en termes de promotion des droits des femmes et des filles. Je suis d'accord, aujourd'hui dans la sous-région en Afrique, le Sénégal est très avancé en termes de gouvernance numérique. Mais aujourd'hui, quelle est la place des femmes dans ce secteur? Quel est le rôle que jouent ces femmes dans ce secteur? Et je pense qu'il y a beaucoup de défis auxquels nous sommes confrontés. Et rien qu'hier, j'en parlais lors d'une rencontre avec le ministère de la Femme. Aujourd'hui, on a quitté le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants pour arriver au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Il y a un mot qui n'y est plus, c'est lequel? C'est le genre. Je disais au secrétaire général, je lui disais, mais finalement, qu'est-ce qu'on fera avec toutes ces cellules genre dans tous les ministères? Qu'est-ce qu'on fera avec le projet d'appui à la stratégie nationale
pour l'équité et l'égalité de genre? Qu'est-ce qu'on fera avec la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre? Qu'est-ce qu'on fera avec la direction pour l'équité et l'égalité de genre? Qu'est-ce qu'on va faire en l'espèce avec la cellule genre du ministère de l'économie numérique, mystère et boule de gomme? Les défis sont nombreux et je pense qu'aujourd'hui, malgré la mise en place de tous ces instruments en termes de promotion des droits de la femme, en termes d'autonomisation des femmes et d'égalité des sexes, il y a des secteurs dans lesquels, si nous n'arrivons pas aujourd'hui à faire des avancées, il serait très difficile que nous puissions atteindre nos objectifs en termes de participation significative des femmes dans les instances de prise de décision, de participation significative des femmes dans le secteur économique, parce que oui, les femmes, ce n'est pas seulement la politique, c'est aussi l'économie, c'est aussi les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, pour revenir un peu au sujet, il faut le dire, les réseaux sociaux ont eu un grand impact aujourd'hui dans le développement social du Sénégal. Je suis activiste, je suis féministe, je ne sais pas ce que vous allez comprendre par le concept du féminisme, mais je me vois comme une militante convaincue des droits des femmes et des filles, et j'utilise mes plateformes digitales pour faire entendre la voix des communautés, où qu'elles puissent être. Et ces réseaux sociaux nous ont permis aujourd'hui, d'une forme ou d'une autre, de porter la voix d'organisations nationales et internationales quand il s'agit de diffuser des messages clés. C'est le cas des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles avec ONU Femmes, avec qui nous sommes ambassadeurs. Il en est de même pour UNICEF, il en est de même pour d'autres organisations qui traitent bien évidemment des questions liées aux femmes et aux filles. C'est très bien, je suis très ravie de voir qu'aujourd'hui, Debo et Women First n'ont pas célébré cette journée internationale comme le font beaucoup d'organisations ici au Sénégal. Très souvent, on a tendance à limiter cette journée peut-être à du Ndirowaale ou à des fleurs, à des fêtes. C'est très bien, mais chaque année, je le rappelle, avant-hier, on doit tourner donc une édition spéciale par rapport à la journée du 8 mars. Et quand l'animatrice m'a appelée, oui, on a besoin de vous, on va faire un plateau, je lui dis, quel genre de plateau? Quel sera le format? Il me dit, oui, on va discuter et ensuite il y aura une prestation artistique. À la fin, on va faire un cocktail, etc. Je dis, mais madame, moi, ce n'est pas l'approche que je vous suggère. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'au moment où on vous parle, il y a des femmes qui sont persécutées, il y a des femmes qui sont violées, il y a des femmes qui sont battues. Et on est là à fêter. Il n'y a rien à fêter, je suis désolée. Il n'y a rien à fêter. La journée internationale de la femme, ce n'est ni la fête des mères, encore moins la Saint-Valentin. Il n'y a pas de fleurs à donner, il n'y a pas de prestations artistiques à faire. Je suis désolée. Il y a des débats sur lesquels il faudrait que l'on se prononce. Autant aujourd'hui la question du troisième mandat envahit les réseaux sociaux et les médias, et c'est un débat juridique, mais autant aussi il serait très utile d'inviter les juristes à se prononcer sur le code de la famille, que l'on puisse discuter un peu des instruments juridiques internationaux ratifiés par l'État du Sénégal et qui malheureusement au plan national il n'y a pas d'harmonie en termes d'application des textes. Aujourd'hui l'Assemblée nationale n'est pas, le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas paritaire. Il en est de même pour le bureau de la ville de Dakar. Et c'est ce qui s'est passé dans bien d'autres régions du Sénégal. Il reste beaucoup à faire. Et ce thème aujourd'hui de la GIF au plan international, le Sénégal a choisi comme thème la campagne Nadak Mbamoudal. D'accord, ça va toujours en parfaite corrélation avec les violences basées sur le genre. Mais aujourd'hui, le thème de l'année, le digital, ce n'est pas seulement l'apport des femmes dans le monde numérique, c'est aussi le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est aussi ces menaces que nous subissons en tant que féministes. Aujourd'hui, quand on lançait le collectif Patients en danger, suite à l'affaire Astou Sokhna, nous sommes passés par les réseaux sociaux. Et c'est en 24 heures qu'on a mis en place un collectif avec plusieurs organisations de la société civile, avec des activistes. En moins de 3 jours, on a fait un point de presse. On est passé sur les réseaux sociaux. On ne s'est jamais vu, chacun était resté chez lui et on a créé un groupe WhatsApp. En 3 jours, on a organisé une conférence de presse. Et je pense que le communiqué est sorti vers 23 heures
À 5 h du matin, le ministère de la Santé fait un communiqué pour convoquer lui-même aussi un autre point de presse. On a organisé cela, mais je vous assure l'impact que ça a eu, les témoignages qu'on a eus, les hashtags sur les réseaux sociaux, mais c'était fou. On a eu un grand impact. Moi, à la limite, je me disais, mais waouh, on a reçu des témoignages, c'est des Sénégalais, c'est des femmes qui subissaient d'une forme ou d'une autre ces défauts de prise en charge en milieu hospitalier. C'est pour vous montrer un peu comment aujourd'hui les réseaux sociaux ont quand même eu un impact dans le développement du pays en termes d'accès aux services sociaux de base. Et au-delà même du collectif Patients en danger, on se souvient du hashtag Free Sénégal que nous menions, on se souvient bien évidemment de plusieurs autres collectifs. Je ne peux pas faire de pub wala ngeen may jàppee activiste metti yooyu noonu, mais c'est plusieurs combats que nous avons menés à travers les réseaux sociaux avec un grand impact. Aujourd'hui, à chaque fois que nous avons mené une campagne sur les réseaux sociaux, et franchement ça quand même, je salue le gouvernement parce qu'on aurait pu ne pas être reçu ou ne pas être entendu. Mais quand aujourd'hui nous menons des combats à travers nos plateformes digitales et qu'après c'est le ministère qui appelle à une rencontre, c'est le Premier ministre qui appelle à vous rencontrer, c'est parce que quand même il y a un impact qui est là, c'est parce que quand même il y a quelque chose qui mérite aujourd'hui d'être solutionné. Au-delà de cet aspect, c'est bien évidemment la dimension participation, parce que je le dis, aujourd'hui, on se souvient quand Djali Badiane se faisait harceler sur les réseaux sociaux, on a partagé sa photo, etc. Et c'est des choses qui nous arrivent, nous, tous les jours. Et je pense que c'est l'occasion, je ne sais pas qui est dans la salle, mais je pense qu'il serait très important de poser le débat de la protection des femmes, défenseurs des droits humains sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion de poser le débat de la protection juridique des femmes activistes, des féministes, des femmes défenseurs des droits de l'homme de manière générale, parce que c'est des questions auxquelles quand même il nous faudrait trouver des solutions. Il nous faudrait trouver des solutions et appuyer bien évidemment toutes ces innovations. Je l'ai dit dès l'entame de mes propos, ce ne sont pas les initiatives qui manquent. On se souvient quand il y a eu la Covid-19, il y a eu combien d'innovations technologiques? Je le dis, j'ai beaucoup de casquettes. En 2017, on avait mis en place une start-up, c'était purement digital. Avant d'être juriste, c'était numérique et digital. J'étais un peu expert aussi. On avait mis en place un dispositif d'alerte. C'était pour les femmes qui subissaient les cas de viol. Et donc, en un clic, c'était envoyé pratiquement aux organes de sécurité, aux ASP. On a voulu aller en partenariat. Malheureusement, c'est un projet qui dort parce qu'on a reçu pas mal de promesses malgré tous les prix qu'on a reçus. Mais c'est quand même des innovations qui mériteraient, à mon avis, d'être appuyées, d'être poussées, d'être accompagnées. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire, nous, en tant que femmes, en tant qu'acteurs, mais aussi, elle l'a dit tout à l'heure, de soutenir les autres femmes qui, aujourd'hui, se servent des réseaux sociaux pour s'affirmer en tant qu'acteur économique, pour s'affirmer en tant qu'acteur politique. Comment arriver aujourd'hui à avoir cette solidarité entre femmes? Et j'en profite pour faire une petite pub pour Nebo. Allez sur la page et mettez un pouce, un like, un partage. Ça ne vous prend pas 5 secondes. Et je pense que voilà, chacun pourrait s'identifier à de tels projets. Et voilà, c'était pratiquement le sens de mon intervention. Et merci beaucoup pour votre attention. On ne peut absolument aujourd'hui rien faire sans le digital. Et pendant le Covid, on a vu quel était le rôle de ce digital. Et nous, quand nous avons lancé un programme intitulé Sans Jeune Espoir, nous avons vu une fille, elle a dit Feuguedia et la guerre, mais elle le fait sur TikTok. Et elle a laissé son job du Maroc pour venir au Sénégal pour faire le Feuguedia et la guerre. Et ça lui a permis aujourd'hui d'avoir des économies extraordinaires. Elle n'a même pas osé à la radio dire combien elle gagne. Et elle n'a même pas osé développer toute sa stratégie tellement qu'elle avait du cash. Pour juste vous dire que si on oriente tout ce qu'on est en train de faire sur le digital, on peut véritablement faire des miracles. Le digital est un secteur réservé aux hommes. Non, le digital est un secteur réservé également aux femmes. Et ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est une femme qui l'a écrit. Barrière 2, une femme qui évolue dans le monde du digital,
trouvent difficilement un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, car les carrières dans ce domaine sont trop prenantes et elles peuvent contraindre l'éducation des enfants et la prise en main du foyer. Ça, c'est Aïda qui a écrit, ce n'est pas Manjai Petit Bachi. Et je pense que ça mérite des applaudissements. Et quand elle a dit tout à l'heure des hashtags qui ont changé, nous, on a une plateforme qui s'appelle Parole aux jeunes qui nous permet de mettre en lumière ce que les jeunes sont en train de dire ou de faire. Et je vous ai cité ce Hifoshi qui nous vient de la Mauritanie, qui lui soutient les jeunes filles à s'autonomiser, à avoir confiance en elles. Cette jeune fille qui nous vient de la Côte d'Ivoire, qui a subi des violences personnellement, mais dans sa chambre, elle a pensé à créer cette plateforme de Woman Leader pour continuer à supporter, à mettre en lumière ces femmes à travers le digital, à travers tout ce qu'on est en train de faire. Aïda qui ne veut presque pas qu'on parle d'elle, mais qui est capable, quand tu lui expliques quelque chose, de te dire voilà ce qu'on devrait faire. Et aujourd'hui, sur le digital, elles sont persécutées, elles sont violentées, elles sont à nu. Et des plateformes comme Debo, comme aujourd'hui Women First, des activités comme ça, je pense, peuvent permettre aux femmes de comprendre qu'elles doivent être leur place véritable dans ce qui se passe dans le monde digital. Prenez tout, n'hésitez même pas, prenez tout ce que vous pouvez prendre, changez la donne parce que vous êtes ces couteaux suisses où vous vous levez le matin avant l'homme, vous lui faites son café, lui il va juste aller au travail, revenir, être devant sa télévision et vous allez cuisiner encore pour lui donner à manger et vous vous couchez en dernière position. Alors si vous avez ce pouvoir-là, je ne vois pas réellement pourquoi ce pouvoir-là ne peut pas être exercé dans le monde digital, dans ce qu'on fait sur le digital pour changer la donne. Parce que moi, j'ai plus envie de voir des filles dénudées, des filles qui parlent n'importe comment, des filles qui s'expriment comme si le Sénégal était un pays où Yahoo Moïdiaï, parce qu'en réalité c'est ça, ceux qui parlent mal, ceux qui disent mal sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est eux qui ont plus de likes. Elle a demandé tout à l'heure, mais pourquoi on doit hésiter à liker, à donner plus de visibilité à Debo ou à Woman First? Mais mettez une vidéo où la fille a des habits dénudés, vous allez voir que cette vidéo va avoir plus de likes, plus de trucs, les gens vont commenter plus. Ce qu'on est en train de faire ici, je ne sais pas si quelqu'un a mis sur les réseaux sociaux ou va en parler, mais ça va être sous-même évalué ou sous-utilisé, alors que c'est ça qu'on doit mettre en lumière si nous voulons changer la donne. Les réseaux sociaux, c'est tellement cool. Moi, j'ai eu une première, comment ça se dit, commande internationale sur les réseaux sociaux. Pourtant, le jeune qui a eu cette commande, il m'a juste envoyé son bouille, il m'a dit « je vends du bouille » dans le cadre de notre programme Sans Jeune Espoir. Et mon influence que j'utilise sur les réseaux sociaux, j'ai posté la petite vidéo de 2 minutes et j'ai dit « on vend du bouille ». Et une femme m'a contacté du Suisse, il m'a dit « j'achète le bouille ». Je veux 1 tonne. Et on a vendu. Elle a envoyé l'argent, on a vendu. Donc aujourd'hui, on peut utiliser ces réseaux sociaux-là pour rétablir des injustices dans cette vie, surtout par rapport aux femmes, elle l'a dit tout à l'heure. Mais également, moi je pense que les femmes peuvent utiliser les réseaux sociaux pour créer de l'emploi, surtout pour les femmes, donner de l'espoir, mais diffuser la bonne information. Et ça, c'est fondamental dans ce que nous pouvons faire.